Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui je me trouve à la résidence de Monsieur l'ambassadeur de Hongrie, Monsieur Georges Habsburg de Lorraine. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre lieu. Aujourd'hui, je souhaiterais vous proposer une interview sur votre parcours, sur l'histoire de votre pays, et également transmettre aux jeunes générations qui nous écoutent un message pour l'avenir, un message pour les jeunes générations. Bien évidemment, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne connaissent pas votre parcours, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Bon, je viens d'une famille qui était très liée avec l'histoire du continent européen, et spécialement de la partie de l'Europe centrale. Et comme ça, pour nous, déjà quand j'étais un petit enfant, l'histoire et la géographie, les langues étaient très importants. Parce que mon père, il était toujours un politicien très actif, il a passé 20 ans au Parlement européen. Et comme ça, j'ai eu la possibilité vraiment de comprendre et de vraiment vivre dans la politique européenne presque dès que ma naissance. Et quand on a finalement eu la formidable occasion que le rideau de fer ait disparu en 89, et ma famille a eu la possibilité de retourner, disons, à la maison parce que c'était une grande partie de l'Europe centrale qui était fermée sous le système communiste. Alors je suis retourné en Hongrie et j'ai reçu, après quelques années, la confiance du gouvernement de représenter mon pays comme ambassadeur itinérant pour des questions européennes. Et j'ai travaillé dans le bureau de Premier ministre pour beaucoup des années. Et maintenant, j'ai reçu la possibilité de représenter la Hongrie en France. Et je suis ici depuis 2 ans et demi. Et je dois dire, c'est très intéressant, connaissant l'histoire de notre continent, connaissant les relations entre la France et l'Europe centrale, d'avoir maintenant la possibilité de représenter ici un pays qui est vraiment dans le cœur de l'Europe centrale. Alors aujourd'hui, nous allons bien évidemment parler d'histoire, histoire que vous connaissez très bien par rapport à votre histoire familiale, mais également nous allons revenir sur l'importance du devoir de mémoire qui aujourd'hui est un sujet primordial que nous rencontrons de plusieurs manières différentes, que ce soit en commémorant des moments historiques de notre histoire, mais également aussi dans les revues, les livres pour les jeunes qui nous écoutent, les jeunes étudiants. Vous êtes, Monsieur l'ambassadeur, le représentant de la Hongrie en France, pays dont l'histoire reste millénaire, ça on ne va pas pouvoir le rappeler, c'est vraiment essentiel. Si on parle de l'arrivée du peuple des Magyars à nos jours, on voit que l'histoire et la géographie de la Hongrie ont beaucoup évolué. C'est vrai que sans rentrer dans les détails de l'histoire de la Hongrie, est-ce que pour vous, Monsieur l'ambassadeur, la Hongrie garde une place prépondérante dans l'histoire de l'Europe ? Absolument. Vous parlez du millénaire de la fondation de notre État, qui n'était pas beaucoup des années qu'on a célébré ça. Premièrement, je répète encore une fois que l'histoire et la géographie sont très importants de connaître les deux. Parce que si on s'occupe avec un pays, c'est mieux de regarder où se trouve ce pays. Alors vous allez voir que la Hongrie se trouve dans le cœur de l'Europe. Vraiment, dans une position qui est géniale si on parle des questions logistiques, mais très dangereux si on parle des guerres. Parce que toutes les invasions en Europe, ils ont passé justement par la Hongrie, par sa position stratégique.
Et pour ça, c'était vraiment très important d'avoir comme fondateur de l'État Saint-Étienne, qui a pris une décision qui était, il y a maintenant plus de 1000 ans, presque une révolution dans la position où le pays était. C'était de demander la couronne et de se faire couronner, pas par le pape de Byzance, dans l'Est, mais dans le pape de Rome, qui était un Français, pape Sylvestre, pour lui envoyer une couronne pour se faire couronner en Hongrie. Et avec ça, il a décidé d'amener la Hongrie au ouest. Et dès que ce moment, la Hongrie est devenue un pays intégral de l'ouest de l'Europe et pas de l'est. Et ça, naturellement, a eu une profonde influence dans le développement du pays pendant les siècles, parce que la Hongrie était toujours un pays de l'ouest. Alors, aussi, quand dans le système communisme, on a dit les pays de l'Europe centrale vont revenir à l'Europe, c'était pas vrai, c'était l'Europe de l'ouest, mais on a justement par une frontière horrible qui était créée par le système communiste, on n'a pas eu la possibilité d'aller là-bas, mais la Hongrie était toujours un pays de l'Europe de l'Ouest pendant ces 1000 ans d'existence. Comme vous venez de le rappeler, au cours de son histoire, les Hongrois, on va dire, n'ont pas cessé de questionner leur identité, leurs frontières qui ont bougé au travers des invasions mongoles, ottomanes, pendant plus de 150 ans. Alors qu'ils n'ont pas retrouvé leurs frontières nationales du royaume fondé par Saint-Étienne, comme vous l'avez rappelé, en quoi l'idée de nation en Hongrie reste-t-il un sujet sensible ? Vous avez très clairement dit que les frontières ont changé de pays. La Hongrie a très souvent, les frontières ont été changées politiquement. Naturellement, le moment le plus drastique pour le pays, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale, avec le traité de Trianon, où la Hongrie a perdu presque 2/3 de son territoire. Pour ça, pour la Hongrie, c'est très important de s'occuper des Hongrois, aussi qui se trouvent en dehors des frontières de la Hongrie actuelle. On a dit absolument clair, on respecte les frontières, on n'a absolument aucune idée d'avoir quelques autres idées, mais il y a naturellement toujours une responsabilité qu'on a pour les Hongrois qui habitent d'ailleurs, qui habitent dans les pays voisins, mais qui habitent dans le monde entier. Et il y a une autre chose qui est très importante en Hongrie, c'est la langue. Parce que la langue hongroise, elle est très spéciale. La langue hongroise, on a beaucoup de différentes théories d'où elle vient, et parce qu'elle est très très spéciale. Ce qui est presque sûr, c'est une langue asiatique. Mais cette langue crée une grande communauté. Et si on parle l'hongrois, on fait partie de cette communauté. Et ça crée un grand, c'est un grand élément de connexion entre tous les Hongrois qui habitent dans tous les différents pays. Mais naturellement, on connaît très bien l'histoire, on sait l'histoire de la Hongrie, mais aujourd'hui, la Hongrie est dans le cœur d'Europe et elle voit la nécessité vraiment de rester en très très bon contact avec tous les Hongrois qui n'ont pas la possibilité d'être dans le pays. Que cette force que vous mentionnez peut expliquer comment les Hongrois ont résisté à travers des décennies, voire des siècles de domination parfois étrangère, à cette période d'occupation. Et quel rôle vont jouer du coup l'impératrice puis régente Marie-Thérèse de Habsbourg et le duc François III dans l'édification de cet grand empire austro-hongrois? Je suis absolument sûr que ça a joué un rôle très, très, très important comme objet de l'union de ces territoires des Hongrois. Mais Marie-Thérèse, elle était une reine d'Hongrie et une impératrice, parce que son mari était l'empereur, mais elle était, disons, l'impératrice à sa côté. Elle était une dame qui a eu un énorme sentiment politique, qui a eu un don pour la politique. Et aussi, Marie-Thérèse, elle a eu une grande capacité que malheureusement quelques grands politiciens n'ont pas. Elle a toujours choisi les meilleurs conseillers. Et elle était très ouverte aux conseils qu'elle a reçus de ses conseillers. Et pour ça, elle n'a pas pensé que mes idées sont toujours les meilleures. Non, elle a
choisi des bons conseillers et elle a suivi les conseils des conseillers. Pour ça, elle a fait vraiment des miracles dans la construction de l'État, pour le développement des différentes réformes dans l'Empire, disons, dans le territoire de l'Empire d'Autriche. Et elle a travaillé beaucoup aussi dans que les différentes minorités qui se trouvaient sur ce vaste territoire où elle était reine et impératrice dans ce temps, la situation pour les minorités était aussi très, très stable et très bien organisée. Si je peux me permettre de rebondir sur cette fraternité austro-hongroise, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'Autriche et Hongrie sont encore des frères naturels ? Ça, c'est encore une fois une question de la géographie. Parce que naturellement, on a des voisins, on a des liens historiques. Mais, disons, la Hongrie essaye d'avoir des très bonnes connexions avec tous les pays voisins, ce qui est très important pour nous, d'avoir des meilleures relations avec nos différents voisins. Et naturellement, historiquement, il y a le territoire autrichien, c'était le voisin, mais naturellement, la structure était très différente dans l'Empire austro-hongrois, parce que c'était beaucoup plus grand, c'était de l'Italie du Nord jusqu'à la Pologne, si on peut dire ça, c'était de l'Ukraine jusqu'à la frontière avec la Bavière. Vous savez, c'était un territoire qui était très différent. Et aussi, comme ça, il faut le voir historiquement et pas comme, disons, dans les structures d'aujourd'hui, c'était une structure différente. Si je peux me permettre d'avancer, par exemple, en 1848, donc l'Europe connaît une vague insurrectionnelle, mais la Hongrie également. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les faits marquants pour ce pays de cette date du 15 mars ? Naturellement, quand on a une très très longue histoire commune, et il faut dire que ça commence dans le XVIe siècle de la relation entre disons, l'Autriche avec la Hongrie. On a des périodes où tout va très bien et très normal. Il y a des périodes où il y a des difficultés. Et dans ce temps, il y avait une révolution en Hongrie, disons, contre l'Empire pour vraiment mieux se présenter, pour avoir plus des droits, plus des possibilités. Mais moi aussi, si je vois les révolutions, je suis très intéressé, qu'est-ce que c'était l'effet de cette révolution ? Oui, la révolution n'a pas eu de succès. Il n'y avait pas un grand changement dans l'État de Hongrie après la révolution, mais cette révolution a ouvert le chemin sur le c'est parce que c'était pas un traité, il y a un autre nom que je cherche, qui s'était fait entre la Hongrie en 1867. Parce qu'en 1867, c'est, disons, la naissance d'Empire austro-hongrois. Ça n'aurait pas se réalisé sans la révolution de 1948. Alors la 1948 a commencé un processus qui a amené le pays à cette structure de 1867 où il y avait où se créait l'Empire austro-hongrois. Et dès que cet empire a commencé à travailler, il y avait un développement économique en Hongrie qu'on voit encore très très bien aujourd'hui. Si on voyage en Hongrie, on voit les plus jolis bâtiments, le développement des chemins de fer, le développement économique du pays, qui était vraiment sans précédent en Hongrie. C'est une révolution qui se fait contre l'Autriche et qui a eu comme résultat que la situation s'est améliorée. Et après ça, avec cette monarchie qui se formait, c'était une des périodes avec le plus de succès qu'on a eu dans l'histoire de la Hongrie. Alors, quelque chose peut être dans un moment une révolution compliquée, mais de ça peuvent venir des choses qui donnent une situation très favorable pour tous ceux qui ont participé. Jusqu'au traité de Trianon qui malheureusement
a fait changer les choses, tout Oui, simplement. ça a changé des choses et la Hongrie a perdu beaucoup de son territoire. Et naturellement, c'était très difficile pour les Hongrois qui vivaient à l'autre côté de la frontière, disons ça, parce que je connais très peu de pays où vraiment autour de pays, vraiment à l'autre côté de la frontière, on trouve des minorités de ce pays. Alors aujourd'hui, vraiment, on a tout autour de la Hongrie, on a des minorités hongroises qui vivent dans les pays voisins. J'avais été marqué par une image qui est pour moi importante, qui symbolise un peu le traité de Trianon. C'est une carte de l'Empire austro-hongrois, avec la Hongrie qui est devenue après ce traité, et une partie de la France qui est imputée aussi de territoire, et qui montre ce qu'aurait pu devenir la France si on lui avait imputé autant de territoire. Et ça, pour moi. Non, naturellement, ça crée beaucoup de problèmes, mais vous savez aussi une réponse pour tout ça, c'est l'Union européenne. Parce que j'espère vraiment, et c'est une question de politique très actuelle, que la Roumanie entrera dans la structure de Schengen, parce qu'avec ça, la frontière entre la Hongrie et la Roumanie va disparaître, et ça va faire des très très grands changements dans le développement économique de cette région. Je suis absolument convaincu de ça, et ça va être très positif pour les deux pays, mais très positif aussi pour toute l'Europe. Tout à fait. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de la Hongrie comme un pays qui, entre guillemets, soi-disant, n'était pas pour l'Europe, alors qu'en fait, totalement l'inverse. Les Hongrois s'inscrivent dans un parcours européen. Vous allez trouver qu'en Hongrie, les gens qui sont favorables pour l'Europe sont de la grande majorité, mais il ne faut jamais oublier que aussi l'Europe doit se changer, doit adapter à la situation actuelle. Et avec des structures qu'on a eues il y a 70 ans avant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter mieux l'Europe et aujourd'hui l'Union européenne à la réalité d'aujourd'hui. Et pour ça, c'est très bien d'avoir des discussions en Europe, et pour ça, je suis très très reconnaissant à la France, et spécialement au président qui a commencé avec la conférence de l'avenir de l'Union européenne, ce qui était un pas très important de le faire, et vraiment pour commencer ce débat, quelles sont les réformes qui sont nécessaires pour adapter l'Europe aux défis du XXIe siècle. Il faut rappeler qu'une grosse majorité des Hongrois sont pour cette Union européenne également. Absolument. Et je ne connais aucun politicien sérieux en Hongrie qui pourra s'imaginer que la Hongrie sortira de l'Union européenne. Qu'est-ce qui vous a amené à souhaiter représenter votre pays ? Cette envie de défendre l'Europe? Disons, j'ai reçu la possibilité de le faire. J'ai reçu cette aimable idée de notre Premier ministre de représenter la Hongrie en France, et je l'ai accepté avec le plus grand plaisir parce que ma famille a beaucoup de liens avec la France. Moi, heureusement, j'ai passé aussi assez de temps en France, et comme ça, c'est une très bonne occasion pour moi de travailler sur la relation entre les deux pays. Ce que je souhaite mettre en avant à travers mes vidéos, c'est le devoir de mémoire. Aujourd'hui, le monde connaît des crises existentielles qui parfois marquent nos nations. Quel serait pour vous, si vous aviez la possibilité, monsieur l'ambassadeur, d'écrire un message dans une bouteille pour les jeunes générations qui puissent vous écouter maintenant ou dans quelques années? Quel message d'espoir vous souhaitez leur apporter? Je pense le plus important, et si on connaît l'histoire, on reste toujours optimiste. Parce qu'on sait qu'aucune chose va rester pour l'éternité. Il y a toujours des changements dans la politique. Et quand on pense que c'est tellement difficile, et qu'est-ce qui va se passer, combien de difficultés on a, ça va se changer. Le temps va ils vont passer des choses qui sont mieux, et de jamais perdre l'optimisme. Et la seconde chose que je dirais aussi, c'est de connaître les langues. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance des langues, parce qu'avec les langues, on a la possibilité d'apprendre sur le pays, sur l'histoire du pays, sur la culture du pays, sur tellement de choses, on a la possibilité de les apprendre. Alors, connaître l'histoire, pardon, je me répète, connaître la géographie et apprendre des langues. Avec ça, vous avez beaucoup
des possibilités de vraiment choisir mieux qu'est-ce que je veux faire avec ma vie, dans quelle direction est-ce que je veux aller, où est-ce que je peux investir mon temps, où est-ce que c'est nécessaire, où est-ce que j'ai la possibilité de trouver ma place dans cette structure où on vit. Et là, l'histoire est un pas très très important pour le connaître. Tout à fait. C'est pour ça que je souhaiterais que les personnes qui nous écoutent puissent se renseigner sur l'histoire de la Hongrie, pays qui a connu, comme la France, de nombreuses périodes. Renseignez-vous sur son histoire, des origines à aujourd'hui, comprendre comment ça a évolué, ce qu'ils ont vécu, ce qui expliquerait aussi pourquoi aujourd'hui les Hongrois pensent comme ci, comme ça, et peut-être aussi résoudre des crises. Et la Hongrie n'est pas loin, il y a seulement 2 heures en avion et on est là, et on a la possibilité de connaître le pays personnellement et ça aidera beaucoup. Écoutez, merci beaucoup Monsieur l'Ambassadeur. Merci bien à vous. D'avoir reçu. Et beaucoup de succès avec votre projet. Merci également. Je vous remercie à toutes et tous de nous avoir suivis. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous les poser. En tout cas, je vous remercie à nouveau de nous avoir reçus, d'avoir pris le temps de nous parler de votre histoire, également celle de votre pays, et d'avoir ce message d'espoir pour l'Union européenne et pour nos futures générations. À très bientôt. Merci beaucoup. Pour de nouvelles aventures. Merci bien. Au revoir.